Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors voilà, je me connecte une petite minute avant, comme d'habitude, pour les révisions techniques d'usage. Vous savez bien que c'est toujours ma principale angoisse. Voilà. Euh, bienvenue, bienvenue à ceux qui vont se connecter aujourd'hui. Ceux qui sont là, ben merci, vous savez, comme d'habitude, de m'envoyer un petit mot juste pour me dire oui, oui, c'est bon, on te voit, on t'entend. Une fois qu'une personne ou deux me l'a confirmé, on peut, on pourra attaquer le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est sérieux là. Aujourd'hui, j'ai pris des notes et tout. D'habitude, je fais ça un petit peu. Là, aujourd'hui, j'ai révisé. Là, j'ai relu des textes, j'ai pris des notes. Donc voilà. Alors merci. Je voudrais juste voir comment je peux faire apparaître vos commentaires. Blablabla. Alors, c'est où que je vais voir vos commentaires s'il y en a. Bon, ben, je sais pas. Oui, donc c'est ça. Aujourd'hui, donc on est en sérieux. On va parler des modèles pédagogiques, on va parler des grands pédagogues, on va parler des méthodes, des outils. Ah, ça y est, voilà, je vous vois. Ah, cool. Bon, bah, si ça marche, merci, merci. Bon, bah, très bien, là je vois les commentaires en plus, donc c'est parfait. Oui, donc on va parler des grands pédagogues, on va parler de la philosophie, on va voir un peu ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en dire, comment s'y retrouver là-dedans. Souvent, quand on commence dans la grande aventure d'une école à la maison, de l'instruction en famille, on cherche évidemment à se rassurer, ce qui est normal. Salut les Auvergnats. Salut tout le monde. On cherche à se dire bon, je suis pas le premier à réfléchir à la façon d'éduquer des enfants. Peut-être que ça vaudrait le coup que je regarde un petit peu ce qu'ont fait les autres avant moi. Alors, bah, on se tourne vers des, des grands noms hein, de la pédagogie, souvent des philosophes aussi qui ont parlé d'éducation il y a bien longtemps. Hein. On peut parler de Platon, mais on peut parler de Rousseau, on peut parler de tous ces gens-là. Souvent, on ne s'attaque pas à Rousseau, il y a peu de monde il y a beaucoup de monde qui le cite, mais il y a moins de monde qui le lise. C'est comme Bourdieu ou comme Foucault ou comme Deleuze, c'est des auteurs qui ne sont pas forcément si simples à lire, ou Nietzsche. Alors il y a peu de monde, mais voilà, on a quand même une grande liste de noms. Si je dis Freinet, Montessori, Steiner. Et bonsoir la Belgique, bonsoir tout le monde. Voilà, si je dis, bon, tout le monde freiné. Alors après, il y a des noms un peu moins connus, qui sont connus dans le monde de l'éducation, bien sûr, mais comme Neil, comme Ferrer, comme Pestalozzi, comme, bon, voilà, De Crowley. De Crowley en Belgique, on connaît bien, évidemment. Mais voilà, donc on peut être désorienté en se disant, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Eux, ils ont dit ça, ils sont reconnus, c'est des grands pédagogues, il y a des écoles à leur nom. Alors, est-ce qu'il faut que je suive absolument leur modèle? Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires, je vais essayer d'y répondre. Mais d'abord, voilà un peu ce que j'aurais à vous dire comme ça dans les grandes lignes. Euh, Tous ces gens-là, donc Freinet, Steiner, etc., etc., souvent avaient pas de modèle, n'ont pas créé de modèle. Il y a à peu près personne dans tous ces gens-là qui ont dit euh, oui, elle sera Elodie. Dommage que tu puisses pas rester, mais oui, elle va être et sur ma page YouTube, et sur mon compte YouTube, là, non, bah, oui, ça, ma chaîne YouTube, voilà, et et je vais la remettre en rediffusion, donc pas de problème. S'il y a des questions, n'hésite pas à les poser. Alors voilà, donc ces gens-là qui sont Ah oui, au fait, je voulais aussi vous dire, j'ai une surprise en fin de vidéo si quelqu'un, si vous restez jusqu'au bout là, j'ai une petite annonce à vous faire. Euh, Concernant la formation des pirates. Alors, euh, voilà, c'est des gens qui avaient une philosophie éducative, souvent, ces gens-là. Et, euh,
et c'était pas des démocrates, vous voyez, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on veut créer au Québec, je vois Isabelle qui se connecte, aujourd'hui au Québec, quand on veut créer une école alternative, par exemple, ben alors on se réunit entre parents, on se dit bon ben voilà, il faut trouver un local, trouver une façon, etc. Et comment on s'y prend pour correspondre aux exigences du ministère? Eh ben le ministère nous a facilité la vie et il a émis un petit livret, tu vois, qui dit, ben voilà, comment créer votre école alternative en 12 étapes faciles. Ce qui fait que quand vous essayez d'aborder la question éducative, pédagogique, dire, bon, bah alors finalement, comment on va s'y prendre, qu'est-ce qu'on va faire, eh ben, les parents vous répondent, eh ben, on va faire l'école alternative comme le gouvernement nous a dit de le faire, là, tu sais, voilà, on va suivre le truc, quoi. On va faire l'école alternative normale, là, celle que le gouvernement nous autorise à faire, quoi. Donc, évidemment, ça règle un paquet de questions. Alors, dans ce cas-là, l'activité démocratique va se résumer à trouver le plus petit dénominateur commun, en fait. Bon, l'autonomie, tout le monde est d'accord. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin, on va essayer de trouver le plus petit dénominateur commun. Euh... bah, dis donc, je vous permets pas pour la tête de gourou. Il suffit pas de porter une barbe. Non. Bon, à part ça. Voilà. Et donc, on va se résumer au plus petit dénominateur commun, quoi. Et donc, on va tous tomber d'accord sur quelque chose de bon, qui va pas rechercher très loin. C'est pas du tout le cas donc des grands pédagogues. Hein. Francisco Ferrer il avait une vision en fait de l'éducation, de l'enfant, de l'enfance, de la transmission. Il avait une vision politique. Si on prend si on prend aussi bon, d'autres pédagogues, Neil, par exemple, contre vents et marées, a soutenu, lui, c'est en Angleterre, puis il est, il s'appuyait beaucoup sur la psychanalyse, c'est ça qui venait de sortir à ce moment-là. Et donc voilà, donc eux, ils avaient une vision de l'éducation, ils faisaient pas... ouais, on va laisser tomber, merci Alice. Euh, voilà, et eux, ils faisaient pas de grands conseils de parents pour savoir comment on allait trouver le plus petit dénominateur commun. C'était pas des démocrates, en fait, c'était des gens qui avaient une vision et qui voulaient exprimer cette vision. Alors, il faut aussi, quand on parle des grands pédagogues, se rappeler que aucun n'a créé de modèle en tant que tel. Je sais qu'on parle beaucoup de la méthode et du modèle Montessori. C'est pas Maria Montessori qui a créé de modèle. Ils sont tous nés, vous savez, ces gens-là, dans la deuxième moitié du 19e siècle, hein, entre 1850 et peut-être 1902 pour Rogers, je pense, mais en tout cas dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et à l'époque, en fait, où on a créé l'école, hein, tout simplement, où on a imposé bon, à la grande majorité de la population l'école. Et là, il y a des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant, mais attendez, un enfant, c'est pas foutu comme ça marche pas comme ça. Il y a d'autres trucs à à prendre en compte. Voilà, donc ils ont testé, ils ont inventé, ils ont expérimenté, ils ont créé. Et comme dit mon ami Bernard Collot, aux gens qui veulent créer des écoles démocratiques, ils disent c'est pas la peine que vous passiez trop de temps sur vos statuts, etc., sur la façon dont vous allez fonctionner exactement au quotidien, parce que vos règlements, ils vont tenir 2 ou 3 jours, parce qu'il va falloir les modifier. Donc là, c'est pareil, ils sont partis avec une idée, ils sont partis avec une philosophie, avec une vision de l'enfance, et ils l'ont réécrite, modifiée, retravaillée tout au long de leur expérience, de leur vie, et souvent jusqu'à une forme d'échec, en fait, puisque, bon, on le sait, Célestin Freinet s'est fait virer de l'éducation nationale, Francisco Ferrer en 1909 s'est fait fusiller en criant Vive l'école nouvelle, ils sont tous allés beaucoup jusqu'à la fermeture de leur école ou de la fin de leur projet. Donc, souvent jusqu'à la misère aussi. Bon, voilà, donc ils ont expérimenté. Alors, c'est pour ça que c'est pas des gens qui ont créé des modèles. Si on prend le cas
C'est son fils qui n'avait pas grandi avec elle, qui avait été dans un pensionnat pendant la majorité de son enfance, qui après a créé des voilà, faites ça comme ça va marcher. Mais donc quand vous Montessori plus que de Maria, la mère Montessori, quoi. Puis Montessori, c'était un docteur, en fait, hein, c'était une docteure, une doctoresse. Et qui avait aussi, bon, comme tous les gens de cette époque, il y avait des anarchistes, athées, libertaires, etc. Mais on avait aussi des gens très croyants, qui avaient une vision spirituelle, en fait, hein, de, de l'enfance et bon, par exemple, Montessori croyait beaucoup à un modèle un peu divin, etc. Donc, on s'est dit, bon, ben voilà, dans la nature, ça fonctionne comme ça, parce que finalement, la création fonctionne comme ça. Donc, il faudrait que les enfants puissent jouer avec des outils qui fonctionnent comme ça. Mais la façon dont ils utilisent ces outils-là, même s'ils le font un petit peu à leur guise, eh ben, c'est quand même des modèles assez déterminés, quand même, dès le départ. Hein. Cet outil-là, on s'en sert comme ça, quoi. Voilà. Donc, si l'enfant veut en faire autre chose, ben non, non, il faut que tu le fasses comme ça, etc. Alors, on a le problème, bonsoir Christelle, on a le problème avec ces philosophies-là qui n'ont jamais été élaborées comme des méthodes, ils ont 100 ans, quoi, plus de 100 ans pour certains. Et alors on se dit, bah, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes dans une école Freinet, faut être quand même conscient que Freinet, à son époque, ouais, il y avait encore beaucoup de chevaux, par exemple, dans les villages. Le maréchal Ferrand, dans un village, c'était quelqu'un d'extrêmement important. S'il fallait ferrer des chevaux, c'était important. Ça faisait partie de la vie quotidienne. Il n'avait aucune raison de penser qu'un jour, on se passerait des chevaux de façon générale. Ah, salut Emma, salut Catherine. Et donc, ben, Célestin Freinet disait que dans toutes les écoles, il faudrait avoir une forge. Parce que apprendre à forger des fers pour les chevaux, etc., ben, c'était hyper important. Alors, évidemment, il n'y a plus personne aujourd'hui qui peut appliquer comme ça toutes les recommandations de Célestin Freinet, parce qu'on a changé d'époque. Comme je vous dis, c'est des modèles qui ont 100, 150 ans. Donc, toutes ces méthodes-là doivent être adaptées. Alors, c'est là que le diable vient un peu se mettre sur notre route. C'est parce que euh, quand vous êtes à une école Freinet, une école Montessori, une école Steiner ou ce que vous voulez, c'est toujours forcément une adaptation. Ça ne peut pas être du Freinet dans le texte. Voilà. Donc, nous, on se retrouve avec cet héritage-là, qui n'est pas du tout à mettre à la poubelle, hein, qui est très, très, très intéressant. Mais il faut prendre ces choses-là comme des outils, en fait. C'est vraiment ça qu'il faut arriver à faire, parce que euh, ce sont des outils, des outils évolutifs en plus, qui ont changé. Si vous prenez Freinet au début, Freinet à la fin, c'était pas tout à fait la même chose. Bon, et pareil pour les autres. Neil a changé son fusil d'épaule une fois ou deux sur certains points, etc. Bon, alors euh, dire je suis contre ou pour la méthode Freinet, par exemple, la pédagogie je suis pour la pédagogie Freinet, c'est pas très c'est pas très fin en fait comme genre de réflexion, parce que si c'est un outil non seulement qui a changé à travers les années, mais en plus si c'est un outil, c'est qui est pour ou contre le marteau? Vous voyez, ça marche pas comme ça. C'est un outil, donc on n'est pas pour ou contre le marteau, ça dépend de ce qu'on veut faire, quoi. Voilà, donc Claire Elise, tu dis je suis pour utiliser selon les besoins de l'enfant, oui, ou les besoins, comment dire, de la situation éducative, de la situation pédagogique. Ça peut être aussi en lien avec l'objectif qu'on veut avoir envers les apprentissages de ses enfants, etc. Donc voilà, mais c'est un outil. Voilà, on s'en sert quand on en a besoin. Vous savez, les bouddhistes disent le bouddhisme c'est comme le canoë, quoi. C'est-à-dire que pour traverser le lac c'est parfait, mais enfin rendu de l'autre côté c'est lourd, un canoë sur la terre ça n'a pas rapport, quoi. Donc on peut le laisser sur le bord et passer à autre chose. Bon, ben c'est la même chose hein, avec les outils pédagogiques, c'est qu'on se retrouve avec
cette possibilité de les utiliser, mais jamais l'obligation. Et oui, il y a des choses qu'on peut aller chercher, des choses qu'on peut laisser, soit parce que c'est désuet, parce que ça c'est trop vieux, soit parce qu'on n'est pas d'accord ou qu'on ne voit pas les choses comme ça. Je vous dis, eux, tous ces grands pédagogues-là étaient dans le tâtonnement, l'expérimentation. Voilà. Alors, je voulais vous, vous citer aussi Henri Laborie, qui a écrit Éloge de la fuite, et qui dit si vous croisez quelqu'un qui vous dit qu'il sait comment éduquer les enfants, je vous conseille de ne pas lui confier les vôtres. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a trop de certitudes vis-à-vis de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire avec un enfant, en général, ça s'annonce mal. Voilà. Donc, puis je voulais aussi vous citer Maslow, puisqu'on parlait d'outils. Maslow disait si le seul instrument dont vous disposez est un marteau, vous aurez tendance à tout considérer comme un clou. Voilà, c'est-à-dire que si vous voyez tout, tout ce qu'il y aurait à dire sur, sur l'éducation à travers telle ou telle méthode, eh ben à chaque fois, ça va être votre seule lorgnette, votre seul point de vue, votre seul angle de vue, et donc forcément, ça va être appauvri, c'est forcé, quoi. Voilà, donc il faut être assez méticuleux sur la façon dont on utilise euh, ces choses-là, ces outils-là que sont les modèles ou les méthodes pédagogiques. Euh, Autre chose, c'est qu'ils sont assez rares, hein, ceux qui ont défendu avoir trouvé le truc universel. Freinet, par exemple, a parlé des invariants. Voilà, il y a des choses. Mais là, quand il parle de ça, il parle que les enfants fonctionnent comme ça. Moi, j'avais parlé aussi de David Sobel, là, qui est un chercheur américain qui disait que voilà, quand un enfant, vous mettez des enfants dans un espace sécurisé, peu importe finalement la culture, la catégorie socio-professionnelle, le sexe, etc., les enfants vont toujours jouer de la même façon, c'est-à-dire selon lui l'avait identifié comme 7 modèles. Ils vont faire des petits mondes, ils vont faire des chemins, ils vont faire des cabanes, ils vont faire bon, etc. Il avait comme 7 modèles à peu près de types de jeux que les enfants allaient systématiquement faire bon, et reproduire. C'est intéressant à voir, c'est intéressant à savoir. Ça veut dire que par exemple, si vous aménagez un espace, si vous êtes dans une forêt ou je ne sais pas, vous allez pouvoir mettre en place des éléments, des outils qui vont permettre aux enfants d'utiliser ce genre de choses. Maintenant, si c'est si c'est votre seul angle d'attaque, si c'est votre seul point de réflexion, vous allez vous dire bon, moi je suis le pédagogue et je vais mettre en place des activités qui correspondent à leur nature de jeu. Mais si ils y jouaient déjà tout seuls, sans même qu'on mette en place quoi que ce soit, c'est pas forcément la peine que vous organisiez des jeux auxquels ils auraient joué spontanément si vous les aviez laissés tranquilles. Vous voyez, c'est ça le défaut de la volonté pédagogique, en fait. Hein. Voilà. Donc, euh, ces modèles-là sont ces écoles-là hein, sont des écoles qui sont tout à fait personnelles en fait et qui sont datées, qui ont une époque, qui ont une histoire. Si on prend la réalité de l'Allemagne, si on prend la réalité de l'Angleterre, de la Suisse, de la Belgique, de la France, de l'Espagne, de la Catalogne, ou les écoles anarchistes américaines, par exemple, etc. Elles ont toutes quelque chose, toute une réflexion intéressante, la place du projet politique, la place de la nature, la place... Bon, il y a toutes sortes de choses très, très, très consistantes et très intéressantes à aller chercher, mais à aucun moment ça se veut être une une forme de diktat. Voilà, c'est comme ça que ça doit marcher. Euh, quand j'ai mis en place, pendant très longtemps, hein, on m'a un peu aiguillonné là, pour que je mette en place une formation bon, pour l'école à la maison, le unschooling, l'IEF, etc. Et moi, je disais, mais non, mais c'est idiot, je vais pas expliquer aux gens comment être de bons non-élèves, tu sais, comment... bonsoir Claire. C'est ça, je vais pas dire aux gens,
Voilà, sortez vos enfants du système scolaire, du modèle scolaire, et suivez la méthode Thierry Pardot, quoi. Voilà, ce serait complètement idiot, en fait. Et donc, j'ai résisté pendant des années, hein. C'est un peu sous le poids, je vous dirais, un peu des gens qui m'écrivaient quotidiennement et qui me demandaient, là, j'ai telle situation avec ma fille, comment je peux faire, etc., etc., que, euh, que j'ai fini par dire ouais, ok, j'ai pas le temps de répondre de façon satisfaisante à toutes ces demandes-là, donc il faudrait que je puisse envoyer un lien avec une réponse voilà, complète et complexe, quoi. Voilà, alors, mais évidemment, j'ai veillé tout le long à ne pas faire de cette formation, de cet accompagnement, un modèle pédagogique en disant faites comme ça avec vos enfants, vous allez voir, c'est comme ça qu'il faut faire, croyez-en mon expérience, etc. Euh, En fait, vous savez, j'en ai parlé là, dans le dernier rendez-vous, j'ai une longue expérience d'éducateur nature, en fait. J'ai amené beaucoup d'enfants auprès de la mare, dans les bois, dans les champs, faire de l'exploration des oiseaux, des fleurs. Bon, je fais ça pendant des années. Et évidemment, les premières fois qu'on y va, on ne sait pas trop comment faire, etc. Puis au bout de quelques années, j'en avais parlé, on trouve un peu sa façon d'être, son personnage, son scénario. On sait comment on va s'y prendre avec un groupe. Et puis ça marche en fait, parce qu'on a l'habitude, on l'a déjà fait, etc. Ce qui se passe, c'est que euh, quand un jeune animateur, une jeune animatrice arrive dans l'équipe, vous êtes un peu l'ancien, le vieux, on sait que vous savez faire. D'habitude, bon, les enfants sont contents, les profs qui venaient là dans les classes vertes et tout ça étaient contents. Donc, on va vous confier le petit jeune, la petite jeune, et puis on va vous dire, bon, ben montre-lui comment tu fais, etc. Et la tentation est énorme de dire, regarde, tu vois, moi je fais comme ça marche, vas-y, tiens, vas-y, fais ça comme ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Or, c'est une erreur parce que on n'apprend pas de l'expérience des autres. Sinon, les jeunes, depuis que l'humanité existe et qu'on se transmet des connaissances, il n'y aurait plus aucune erreur de faite par personne dans le monde. Donc, on n'apprend pas. Il faut apprendre de sa propre expérience. Alors, ça ne veut pas dire que les vieux, les anciens, les grands pédagogues sont à mettre à la poubelle. Pas du tout. Ça veut dire qu'on va les lire, on va regarder, on va comprendre, on va expérimenter, on va regarder ce qui nous correspond, ce qui ne correspond pas. Et puis on va se créer sa propre façon d'intervenir, son propre modèle. Parce que si c'est pas ça, alors c'est rien. Voilà, c'est aussi bête que ça, hein. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais un véritable éducateur si on ne se crée pas sa façon d'intervenir, sa façon d'être. Et on le voit, on a tous été à l'école, bon, on le voit avec les vieux profs, on voit quand ils sont dans leurs chaussures à eux, quand ils marchent avec. Et là, souvent, c'est des profs qui ne se font pas contester, ce sont des profs dont on respecte le cours, etc. Parce que on voit qu'ils ont une chanson à chanter, ils ont quelque chose à dire, ils sont à leur place. Voilà, toutes les places sont un spectacle, mais c'est toujours plus simple quand on parle depuis sa propre place, quoi. Alors, les grands pédagogues qui ont expérimenté, on pourrait parler, allez, par exemple, de Francisco Ferrer. Mettons, moi, c'est un que j'aime bien, parce que bon, c'est peut-être le plus anarchiste de la bande. Bon, ben lui, bon, était venu à Paris, il a rencontré, bon, il a eu des financements, etc. Finalement, il est reparti à Barcelone. Et, euh, et il a créé bon, ses écoles. Lui, son projet, c'était un projet anarchiste. Bonjour Anne-Lise. C'était un projet anarchiste. Lui, il se disait que bon, l'anarchie, c'est pas tant l'esprit libertaire, hein. Dans l'anarchisme, en fait, c'est un projet de société. C'est-à-dire que on part du principe qu'à la minute où tout le monde sera tourné vers le beau, le bien, le bon, eh ben oui, il n'y aura plus besoin ni de police, ni d'armée, ni de juges, ni de tribunaux, ni de rien, puisque tout le monde aspirera à vivre le beau, le bon, le bien, le grand, le vrai. Voilà. Donc c'est un projet humaniste, hein, en fait, le projet anarchiste, qui a cette naïveté-là de dire, bon, ben, il suffira
que les gens aient compris l'intérêt de la collaboration généreuse, du beau, du bon, du bien, pour que la vie soit plus simple. Et pour ça, ben, il faut commencer avec l'éducation. Alors, il va créer une éducation, un modèle, un système, des méthodes éducatives dans lesquelles il va y avoir une grande place pour la nature. Parce que, évidemment, si on dit que les gens sont tournés vers le bien, c'est parce que ça fait partie de leur nature profonde, d'accord. On commençait à remettre d'ailleurs en question le fait que contrairement à l'idée du darwinisme qui était que finalement la vie était une grande compétition, que c'est les meilleurs qui en ressortaient, il y avait déjà des livres d'anarchistes russes comme Kropotkin, Bakounine, etc. Mais Kropotkin qui avait écrit L'Entraide par exemple. Et que en fait, ceux qui s'en sortaient le mieux, c'est ceux qui s'entraidaient le mieux. Alors on va créer des systèmes qui sont tournés vers la nature pour se reconnecter à notre nature profonde et on va aussi créer des systèmes à l'intérieur de l'école où on va permettre aux enfants d'observer, d'être selon leur propre nature. Et évidemment, ça va à l'encontre de leur donner des consignes, des ordres, des devoirs, des règlements, etc., etc. Il va falloir que, comme Neil l'expliquait, que les enfants se créent leurs propres règlements, se créent leurs propres normes. Et on voit ça aujourd'hui dans les écoles démocratiques. L'idée n'est pas... Ah, salut Diane. Oui, bah, oui si vous pouvez pas voir l'intégralité du document, de la vidéo, ben, vous pourrez la revoir après ça sera enregistré, puis sur ma chaîne YouTube ou sur une page Facebook, là, vous allez pouvoir le voir. Donc je pourrai répondre à ces questions-là par la suite. Donc j'étais en train de dire, oui, Neil, par exemple, va laisser toute une place à la nature de l'enfant. Euh, euh, et va permettre à l'enfant, par exemple, de ne rien faire. Dans l'école de Summerhill, en Angleterre, donc, on va proposer des cours, on va proposer des ateliers, mais les enfants ne sont jamais obligés d'y assister. Il parle même d'une fille qui, pendant 3 ans, n'a assisté à rien, en fait. Et puis, le jour où il est arrivé, il y est arrivé, quoi. Voilà, et c'est les enfants aussi qui vont, avec les adultes, mais enfin il n'y a pas de hiérarchie en fait, vont instaurer des façons d'être, des façons de se comporter, des règlements, etc. Mais qui devront être non seulement créés par tous, admis par tous, mais arbitrés par tous aussi. Voilà, donc il va créer ces conseils d'école, ces instances de régulation des comportements, des attitudes, etc. Voilà. Donc, tous ces grands pédagogues vont être toujours tournés vers la nature de l'enfant. Montessori, je l'ai dit, elle était docteur, hein, donc elle va observer la façon dont les enfants se comportent naturellement, un peu dans son dessin aussi, un peu un peu spirituel, etc. Steiner aussi, il y a une dimension spirituelle dans la pédagogie Steiner. Et ah oui, Diane parlait de l'école de Sudbury. Oui, Sudbury, c'est... En fait, on a la première école démocratique, c'est Neil, l'école de Summerhill. Vous avez ça dans son livre Libres enfants de Summerhill. Et il y en a une autre qui s'est créée dans les années, alors que je dise pas de bêtises, mais c'est une école qui a à peu près 40 ans. Les gens qui sont spécialistes des écoles démocratiques devraient pouvoir qui est peut-être créée dans les années 60, alors qu'il y a peut-être plus de 40 ans. En tout cas, l'école de Sudbury Valley School. Et voilà, et donc ça, c'est dans le Massachusetts, je pense, aux États-Unis. Et c'est une longue histoire aussi d'école démocratique. Oui, donc tout ça, c'est vraiment des choses qui sont largement documentées. En fait, si vous connaissez Peter Gray, lui a documenté, en fait, a amené toute cette réflexion des écoles autour de l'école de Sudbury, etc. Donc là, à chaque fois, vous vous rendez compte que ce sont des expérimentations, parce que ça reste toujours des expérimentations. Hein. L'éducation est une révolution permanente, hein, pour prendre un vocabulaire révolutionnaire. C'est ça, c'est que
Ah, salut Thierry. Oui, donc c'est une révolution permanente. Vous créez une école. Moi, toutes les écoles démocratiques que j'ai pu accompagner, que j'ai connues, dans lesquelles je suis allé donner des ateliers, des conférences et aussi voir la façon dont ça fonctionnait en Belgique, en France. euh, à chaque fois que j'y allais, l'école démocratique de Paris, etc., on voyait qu'il y avait eu des évolutions en fait, et que bon, la dernière fois on gérait ça comme ça, mais maintenant on a décidé qu'on allait le gérer comme ça parce que ça fonctionne mieux, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je me méfie toujours de ce terme de modèle, hein, j'en ai déjà parlé, et c'est pour ça que je le disais l'autre jour quand j'ai fait le live là, avec Sophie Rabi et tout ça, je disais moi je prendrais vraiment pour un échec que quelqu'un dise oui alors moi je suis le modèle pour mes enfants, je fais le modèle Thierry Pardo quoi. ce, ce serait, ben voilà, j'aurais raté ce que j'avais à dire parce que pour moi, il n'y a pas d'autre modèle, il n'y a pas de meilleur modèle, mais en fait, il n'y en a pas d'autre que celui qui vous convient, que celui qui fonctionne, que celui qui va bien avec votre famille. Euh, Comme je le dis souvent, les enfants sont différents, les familles sont différentes, les peurs des gens, des peurs des enfants, mais les peurs des adultes sont différentes. Et il faut arriver à trouver. Bon, là, moi, par exemple, je n'ai pas peur que mes enfants n'apprennent pas à écrire. J'ai pas peur de ça. Je sais qu'ils vont apprendre à écrire. Je sais pas quand, hein, exactement. Pour l'instant, si je prends l'IM, mon fils qui a 14 ans, il y a des enfants de 8 ans qui écrivent mieux que lui. Mais j'ai pas peur, j'ai pas peur. Voilà, parce que voilà, l'autre jour, il revient me dit ah j'ai une amie qui voulait faire un jeu de rôle sur plateau, etc. Mais bon, elle savait pas trop comment s'y prendre. Donc finalement, j'ai commencé à écrire un scénario. Je vais faire là. Et puis là, il avait écrit, alors qu'il écrit jamais. C'est un enfant qui écrit pas, il déteste ça. Et il avait écrit une page de scénario, tout ça. Et puis c'était, il y avait des fautes et tout ça, mais c'est pas grave. C'était bien écrit. Il m'a lu ce qu'il avait écrit. Et c'était très bien écrit. Euh, voilà, et comme disait un sage de mes amis, voilà, on s'y était mis à 10 pour faire à boire à l'âne. Et quand il a eu soif, il a bu tout seul, quoi. Voilà. Donc là, je sais pas si son ami en question, c'est une fille qu'il trouvait mignonne ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, là, il a eu la motivation pour dire, bon, je vais écrire 2 pages pour faire mon scénario. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. On s'était mis à 10 pour faire à boire à l'âne. Et voilà, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Ça, c'est comme le premier fondement pédagogique, hein. On peut pas, on peut pas, voilà. Alors Alice, tu me dis, sauf qu'en France, quand tu me traites pas de gourou, ah non, c'était pas toi, c'était Noémie. Donc, sauf qu'en France, lors du contrôle, ben, ça se passe. L'enfant qui a 8 ans ne sait pas lire. Ouais, oui, il y aura un replay, Adama, il y aura un replay, un replay, pour le dire avec l'accent. Euh, oui, ben en fait c'est ça, hein, c'est que les contrôles, je sais que c'est quelque chose qui obsède beaucoup de monde, hein, c'est quelque chose qui interroge beaucoup de monde, mais euh, voilà, je reviens là-dessus, j'ai déjà largement parlé, hein. Mais vous avez 2 sortes d'inspecteurs pour moi, hein. Vous avez ouais, je sais, Alice, pardon. Euh, 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 donc il y a 2 sortes d'inspecteurs. Il y a celui qui le celui qui coche en fait, hein, est-ce qu'il lui il veut voilà, est-ce qu'il fait ça, oui ça, non, il veut pas savoir votre vie, il veut pas savoir, c'est un peu comme quelqu'un qui vous interroge dans la rue pour un sondage quoi. Lui il a 50 sondages à faire sur la soirée, il veut pas savoir en fait votre vie, etc. Lui, bon, c'est oui, c'est non. Quand il vous dit, bon, voilà, est-ce que vous vous identifiez à une religion? Alors là, vous dites, ben, je sais pas, parce que oui, j'ai grandi dans machin. Puis là, bon, c'est oui ou c'est non, là, parce qu'il s'en fout de votre vie et de votre enfance, là. Voilà. Donc lui, il faut juste le comprendre, lui dire bon ben vous avez des cases à cocher, je vais essayer de voilà de vous aider à cocher vos cases puisque c'est ça qui vous intéresse, voilà. Et donc bon, on va être
aussi basique que ça, on va cocher des cases, quoi. Ou pas, mais c'est pas grave, de toute façon, on va dire, voilà, au moins vous avez mis un oui ou un non. Bon, alors que ce soit oui ou non, bon, au moins vous avez coché une case. Mais après, il y a des inspecteurs qui sont de vrais pédagogues, qui sont très très intéressés par toutes les libertés, par toutes les, euh, les expérimentations, toute cette ouverture sur le monde, sur la nature, sur tout ça, qui euh, va, va vraiment s'intéresser à votre expérimentation pédagogique. Voilà. Et donc avec lui, ben là, c'est plutôt facile. Là, vous dites, ben voilà, moi, je ne suis pas plus malin que la moyenne, simplement, j'ai observé que mon enfant, à la seconde où je vais essayer de le forcer à écrire, on va arriver à une situation de blocage qui ne fait pas. Par contre, j'ai observé que, je reprends l'exemple de mes enfants, je suis désolé, c'est eux que je connais le mieux. Bon, là, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, que mes enfants... oui, il y a beaucoup de pédagogues, hein, Marie. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, des inspecteurs qui veulent, qui sont intéressés. On entend souvent parler des inspections qui se passent mal, mais il y en a des milliers qui se passent très bien et dont on parle moins. Alors, si je reprends l'exemple de mes enfants, par exemple, voilà, et ils sont à l'école, comme je vous disais, d'une école alternative. L'anglais, par exemple, vous savez qu'à Montréal, bon, quand même, l'anglais, on peut entendre parler anglais tous les jours. Hein. Il suffit de faire 3 rues et se retrouver dans l'ouest de la ville, et c'est majoritairement anglophone. Euh, bon, ils aiment pas ça, l'anglais à l'école, ça les gonfle. Ils voient qu'il y a pas mal d'enfants bilingues qui ont les deux langues maternelles hein, à l'école parce qu'il y a plein de couples franco-anglo, etc. Donc, si vous voulez, eux, ils se sentent un peu poches de ne pas parler anglais aussi bien que d'autres. Quoi. Alors, ils aiment pas ça. Par contre, ils jouent à Magic. Et Magic, ben, les cartes qu'ils ont sont en anglais. Je sais pas si ça existe en français, mais en tout cas, les leurs, là, ils ont plein de decks et tout ça. Et tout est en anglais. Et donc, il faut qu'ils. Des fois, ils ont des points de règle pour savoir. C'est finalement. Est-ce que cette carte peut faire ça, ça ou ça? Est-ce que c'est moi qui gagne ou pas? Bon. Et, et ben là, croyez-le ou non, les deux jouent avec des cartes en anglais. Ça arrive des fois quand ils ont des nouvelles cartes qui me disent c'est quoi ce mot ça, comment je peux comprendre ça est-ce que ça veut bien dire ça, etc. Mais enfin, pour l'immense majorité des cas, et ils jouent, ils font des tournois, ils jouent avec des amis, ils jouent donc, c'est pas juste à la maison avec un dictionnaire, là. Ils jouent dans toutes sortes de circonstances, et ils jouent en anglais, sans, sans aucune difficulté, ils sont plutôt pas mauvais là, à jouer au Magic. Bon, voilà, alors, par exemple, avec un inspecteur qui est intéressé, pourrait très bien lui dire, bon ben, au niveau de l'anglais académique, est-ce qu'il connaît ces verbes irréguliers? Non, non. Par contre, regardez-les jouer au Magic et vous allez voir qu'ils se débrouillent avec de l'anglais, quoi. Voilà. Et oui, effectivement, le petit humain apprend en jouant. Euh, alors ça paraît être une phrase presque classique, mais quand je reviens au modèle éducatif, le pire des modèles, c'est celui qui va dire, à mon sens, bon, c'est peut-être pas le pire, j'exagère, mais en tout cas, vraiment, une des incompréhensions de ce qu'est un enfant, de comment marche un enfant, c'est de dire, je vais faire des jeux pour que l'enfant apprenne. Ça, c'est vraiment une erreur majeure de la compréhension de comment fonctionne un enfant. Euh, L'enfant, l'humain en général, mais enfin l'enfant apprend en jouant, mais il ne joue pas pour apprendre. Et la nuance, là, quand on s'intéresse au modèle, est fondamentale. Euh, voilà, par exemple, une des critiques qu'on pourrait faire à Montessori, à la méthode Montessori. Je vous dis celle du fils, hein, parce que la mère n'a jamais créé de méthode. Euh, mais, euh, voilà, c'est-à-dire, je vais organiser un jeu, et parce qu'il faut apprendre, tu vas passer par ce jeu pour l'apprendre, donc tu vas jouer pour apprendre, et est une erreur de compréhension incroyable. C'est ne pas savoir comment fonctionne un enfant. Par contre, parce que l'enfant joue, alors il va devoir mettre en place tout un tas de choses, et ces choses-là vont lui permettre d'apprendre. Voilà.
Et ça, c'est une différence. Écoutez, moi, dans les animateurs nature, par exemple, j'ai vu plein de gens dire on va aborder un sujet qui intéresse absolument pas les enfants, qu'ils n'ont pas demandé à savoir. Mais comme je suis un bon éducateur nature, comme je suis un bon pédagogue, vous inquiétez pas, je fais passer ça par le jeu. On va apprendre, mais de façon ludique. Ça, c'est la phrase la plus anti-pédagogique qu'on puisse dire. On n'apprend pas de façon ludique. On joue, et au travers du jeu, il y a un effet secondaire qui est l'apprentissage. Voilà. Mais c'est un effet secondaire. C'est pas, c'est pas un objectif, quoi. Sinon, l'enfant va rapidement s'apercevoir que vous lui faites passer un sapin, comme on dit au Québec, et que vous essayez de lui vendre, de lui faire passer la pilule, quoi. Voilà. Donc ça, dans les gens qui se servent de modèles pédagogiques, peu importe que ce soit Freinet, Montessori, de Crowley, ou que vous vous référiez à Carl Rogers, à Dewey, à qui vous voulez, beaucoup ont parlé du jeu. Mais si vous dites, bon, ben, je vais appliquer cette méthode-là en organisant des jeux dans le but d'apprendre, ou dans le but d'apprendre, je vais faire passer la pilule de façon ludique, là, vous allez perdre votre enfant, en fait, au sens où vous allez perdre l'intérêt de votre enfant, vous allez perdre la motivation. Il va comprendre tout de suite que c'est une entourloupette. D'accord. Euh, Par exemple, moi j'utilise beaucoup le jeu avec mes enfants, on joue beaucoup, mais je mets rien derrière, on fait des jeux, voilà, ils jouent au Go, ils jouent aux échecs, on joue à, écoutez, je pourrais vous montrer, là on a des étagères entières de jeux de société, mais par exemple aussi à travers le bricolage. Je ne bricole dans la maison. Nous, on construit nos meubles, hein, pour ceux qui le savent, la plupart des meubles, pas une canapé comme ça, mais en tout cas les tables, les chaises, les bureaux, les étagères, l'îlot de la cuisine et tout ça, c'est des choses qu'on a construit. Euh, eh bien, c'est parce que l'autre jour, on a eu besoin d'agrandir le bureau de ma conjointe. Bon, ben moi, j'avais ça à faire. Il se trouvait que l'IM était là. J'ai dit, ben, si tu veux, on peut le faire ensemble. Mais c'est pas, je fais pas ça pour que tu apprennes. Je fais un bureau parce qu'il y a besoin d'un bureau. Voilà. Et si à travers ça, tu apprends des choses, c'est un effet secondaire, tant mieux. Voilà. Donc je ne mets pas en place, vous voyez la différence. euh... Oui, la géométrie par la couture. Et oui, pourquoi pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que je ne mets pas en place une activité dans le but d'apprendre à faire de la menuiserie. C'est on fait de la menuiserie et parce qu'on fait de la menuiserie, eh ben on apprend à faire de la menuiserie. Voilà, et ça voilà, donc, dans les méthodes ou les modèles que vous utilisez, attention à ce piège-là, il est flagrant, il est récurrent, on le trouve partout. Moi, je l'ai vu dans nombre de classes, d'activités, bon, voilà quoi. Et les enfants voient très bien le côté artificiel du jeu. Est-ce qu'il y a des questions? Il reste du temps, mais moi, vous savez, je suis un peu bavard. Hein. Si vous mettez 25 sous, je suis parti pour. Mais si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions à travers le chat, je vais regarder. J'ai vu que quelqu'un tout à l'heure me posait une longue question. Je sais pas toujours, j'ai pas toujours le temps de les lire au complet, mais ouais, voilà, nous avons une fille de 3 ans, aimerions voyager le monde quand ce sera possible. Ben oui, ah, moi aussi. Le questionnement reste de comment, les possibilités selon le pays où on se trouve. Ah oui, non, ça c'est une question technique, c'est très facile hein, si vous voyagez selon votre pays d'origine. Moi, ce que je conseille aux gens, j'appelle pas forcément toujours à la désobéissance civile, mais vu la complexité des lois, des règlements qui nous tombent sur la tête en ce moment, un peu dans pas mal de pays, si vous avez la possibilité d'être sur un voilier ou d'être au Népal ou en Mongolie en vélo, je vous conseille de dire bon, ben en fait, on a déménagé, on n'est plus là, merci, bonsoir, et de ne pas avoir
à forcément être dans les déclarations qui vont vous piéger parce que là on tombe dans des types d'éducation que la plupart des inspecteurs et tout ça ne connaissent pas, donc ils peuvent pas, eux c'est souvent des anciens profs et puis du coup ils connaissent très bien la situation classe, mais déjà évaluer dans les familles ça leur paraît compliqué, mais alors évaluer des familles en vélo depuis 6 mois au Kazakhstan, ça c'est compliqué quoi pour eux. Donc je vous conseille de dire oh on a déménagé, on n'est plus là, merci, bonsoir quoi. Voilà, donc excusez-moi. Voilà, donc ça c'est de la technicalité, je sais que c'est important, hein. Je sais que il faut pas se mettre trop en danger, hein, je veux dire, vis-à-vis de l'administration et tout ça. Faut arriver à avoir, si on peut avoir de bonnes relations, tant mieux. Et puis beaucoup ont de très bonnes relations, hein. Je vous dis, on entend moins. C'est comme quand on part en vacances, hein, ou dans les hôtels, on sait que un client satisfait va le dire à une personne, un client insatisfait va le dire à 10 personnes, quoi. Donc là, c'est pareil avec les histoires d'inspection, quoi. Euh, Celui pour qui ça se passe mal va écrire partout sur Facebook à quel point ça a été chiant, etc. Celui qui ça se passe bien, bon, il va le dire à sa voisine, et puis voilà, quoi. Mais en fait, il y a plein de cas où tout se passe plutôt bien, hein, voilà. Donc, il n'y a pas trop à se... On a tous entendu des histoires d'horreur quand on nous enlève nos enfants, ou je sais pas quoi. Mais je dis pas que c'est pas arrivé, que ça n'existe pas, hein. Je dis simplement que sur la proportion, c'est quand même extrêmement minoritaire, presque quasi anecdotique, quoi, même si c'est malheureux quand ça arrive, évidemment. Je reviens à mes grands pédagogues, à mes modèles pédagogiques. Voilà, si vous avez des questions, comme je vous dis, je suis prêt à y répondre dans notre petit chat là, nos petits commentaires. Écrivez-moi-les en commentaire. Sinon, je pourrais continuer avec, avec les gens moi qui m'ont inspiré. J'en parle dans mon livre Une éducation sans école. J'ai parlé de David Sobel. J'ai parlé de Freinet. Parce que lui, c'est ça, il disait qu'il avait trouvé des variants, des invariants justement, des choses un petit peu universelles. J'ai parlé aussi dans mon livre de Sébastien Faure. Euh, Sébastien Faure, lui aussi, il est un peu moins connu, mais comme un auteur et pédagogue anarchiste, il était dans la forêt de Rambouillet, lui. Et donc, la, la, et Long, il disait que lui, de sa fenêtre, il fallait toujours absolument voir la nature, etc. Et bon, il avait aussi tout un... Vous savez, dans ces grands pédagogues qui étaient soit de gauche, soit anarchistes, il y avait ce concept qu'on a retrouvé après dans l'énergie du début du communisme, là, où il fallait, en Russie, tu sais, faire la... Comment dire créer l'homme nouveau. On ne parlait pas de l'humanité, de l'homme et de la femme, l'homme au sens large. Et on disait qu'il fallait créer l'homme nouveau, qui était à la fois, il y avait des questions d'hygiène, il y avait des questions de sport, d'entretien physique, il fallait créer une morale, il fallait créer quelque chose, un humain un peu irréprochable, etc., qui était à la fois conscient, puissant, mais à la fois dévoué à son pays, etc. Alors, on retrouve des fois dans les vieux textes, là, des vieux anarchistes, on retrouve cette volonté, voilà, d'être, de créer, en fait, c'est ça, la nouvelle humanité qui va nous amener à un meilleur destin, quoi. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut le lire, il faut le recontextualiser, il faut prendre ce qu'on en veut, ce qu'on n'en veut pas, etc. Je reviens de Daniela qui me dit que la maîtresse m'a dit votre fille est en dessous de ses capacités. Eh oui. Vous comprenez que ça veut pas dire grand chose, hein, ces affaires-là, parce qu'on est tous. C'est à quelle heure, vous voyez. Si je veux. C'est. Tu sais, la motivation va créer beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité. Alors, bon, ça veut dire que si elle était plus motivée, elle travaillerait mieux, selon des critères scolaires, selon des notes, des appréciations scolaires. Mais d'où vient la motivation, etc. Bon, bref, etc. Vous voyez, on pourrait. C'est une phrase qui veut tout et rien dire. Que conseillez-vous à une maman seule pour trouver l'équilibre entre entrepreneuriat et unschooling? Eh oui, eh oui, eh ben oui. Ben moi j'ai été, quand on s'est séparé avec la mère des enfants, je les avais une semaine sur deux, mes enfants, mais effectivement, euh,
Et oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Euh, parce que oui, on est pris. Il faut s'inventer la vie qui va avec, et c'est pas évident. C'est pas évident quand on est seul pour trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle, gagner un peu d'argent et en même temps s'occuper de ses enfants. C'est sûr qu'on fait beaucoup d'économies et je me suis beaucoup expliqué aussi là-dessus. Quand nos enfants vont pas à l'école, il n'y a pas la cantine, il n'y a pas le bus scolaire, il n'y a pas, il y a tout un tas de trucs qu'on peut fabriquer, réparer à la maison, cuisiner, etc. Alors qu'on n'aurait pas eu le temps de faire ça si on travaillait, etc. Alors, on peut faire pas mal d'économies, on peut avoir des vies assez simples pour pouvoir le faire, mais c'est vrai que c'est pas évident. Il faut trouver une formule, et ça, malheureusement, encore une fois, j'ai pas de recette, ni de méthode, ni de modèle. Il faut trouver celle qui nous va bien, quoi. Voilà. Ludivine qui me dit: nous venons de vivre un contrôle pour mes trois enfants de 4, 6 et 8 ans. Celui-ci s'est très bien passé, surtout pour la petite qui passe son temps à jouer. Eh ben oui, eh ben, tant mieux. Eh ben voilà, c'est ça. Et comme je vous dis, des témoignages comme ça, on pourra en avoir beaucoup plus. Hein. Parce que c'est la majorité des cas, c'est l'immense majorité des cas en fait. Je vous avais dit que je vous gardais une petite. Euh, attends, alors, Lodi Adena qui me dit: bonsoir Thierry. Du coup, comment sortir des compétences par le jeu? Sortir des compétences, c'est-à-dire, je comprends pas je comprends pas comment sortir de la notion de compétence. Peut-être, si je comprends bien, c'est parce qu'en fait, nos enfants sont pas obligés d'être compétents. Vous voyez, nos enfants sont pas obligés d'être performants. Ça, c'est du langage d'entreprise en fait. Compétence, c'est l'inverse d'une qualité, vous voyez ce que je veux dire? Compétence, c'est une capacité technique à faire quelque chose, mais c'est pas une qualité. Donc oui, on peut se débarrasser de la notion de compétence en fait. Euh, Alice qui me dit ma problématique, j'ai pas beaucoup d'amis qui comprennent mes choix pédagogiques. Ouais, ben oui, ben oui. Pas toujours dans les forums. Ouais. Et oui, oui. Mais c'est pour ça. Alors, écoutez, je fais une petite. Euh, Ouais, c'est sûr que les périodes de Covid, c'est pas évident, Cécile. Je fais une petite parenthèse, je vais essayer de ne pas m'interrompre. Mais merci, continuez à m'écrire, je les lis quand même. Euh, euh, par rapport à la formation des pirates de l'éducation, vous savez que justement toutes ces questions-là que vous me posez, tout ça, bon, j'ai créé cette formation pour accompagner en fait les familles. C'est pas du tout un modèle pédagogique, c'est pas du tout une méthode, c'est pas du tout le unschooling en trois étapes faciles, mais c'est un accompagnement assez sérieux, assez précis des questions qu'il faut se poser, de la façon dont on peut élargir le débat pour pouvoir alors euh, à la fois se donner un vocabulaire. Qui c'est qui me disait Alice qui me disait: ouais mais moi j'ai du mal à en parler aux autres, etc. Parce qu'il faut se donner des arguments. Souvent on n'a pas le temps de lire Confucius qui disait plus le maître enseigne moins l'élève apprend là. Mais bon voilà, c'est pour ça que j'ai créé moi dans mes livres ou dans ma formation tout un tas d'outils pour se donner un discours. Il y a même une des étapes, un des modules là, dans la première étape qui dit s'armer en fait, se donner ce discours-là. Et ce que je voulais vous annoncer, c'est que pour les gens qui veulent s'inscrire à la formation, si vous vous inscrivez au moment du paiement, vous pouvez toujours payer en 3 fois et tout ça, mais au moment du paiement, si vous mettez le code PIRATE, P-I-R-A-T-E-S au pluriel, il y a une réduction ce mois-ci. On a décidé on sait que les temps sont durs pour tout le monde, d'offrir une réduction de 50 euros en fait sur la formation parce que voilà, l'idée, oui, c'est d'en vivre un petit peu. Hein. On parlait de modèles de comment on peut vivre et en même temps s'occuper de ses enfants, mais c'est aussi de le partager, de le faire savoir, de faire en profiter un maximum de monde. Donc voilà. Donc si vous désirez vous inscrire à la formation des pirates de l'éducation,
Eh bien, voilà, avec le code promotionnel, là, pour utiliser un mot que j'aime pas beaucoup, mais le code pirate, vous avez une réduction sur le coût de la formation. Donc voilà, bienvenue à bord pour ceux qui le souhaitent et ceux qui veulent nous rejoindre. On est, écoutez, pas loin de 200 familles là, qui ont suivi la formation et pour l'instant, tout le monde a l'air satisfait. J'ai eu beaucoup de bons retours, j'ai pas eu de mauvais. Alors bon, écoutez, pour ceux qui veulent nous suivre, bienvenue à bord. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais lire prendre 2 secondes. Ouais, je comprends, Dama, là. Je les ai toute l'année. Pas de garde partagée. Ouais. Ben, peut-être que, par exemple, le modèle des écoles démocratiques, s'il y en a une dans votre coin, et certaines offrent des bourses et tout ça pour faciliter, permet de respecter en fait la philosophie du unschooling, mais quand même que les enfants fréquentent une structure qui vous libère du temps dans un premier temps. Ça peut être ça, hein, le modèle il peut être hybride, il n'y a aucun problème avec ça. Ça peut être fréquenter des écoles démocratiques à temps partiel ou voilà, c'est si vous y êtes dans cette ou aller à l'école une année, le temps que vous puissiez vous retourner, mettre en place ce que vous avez à mettre en place pour générer un peu d'argent, et ensuite, ensuite peut-être récupérer vos enfants. Enfin voilà, bon, c'est tout ça hein, qu'il faut s'installer. S'inventer la vie qui va avec, mais comme je vous dis, je peux pas, c'est très très difficile pour moi, ne connaissant pas votre contexte, de vous dire quoi faire. Hein. Je n'en ai pas le droit, ni la légitimité d'ailleurs. Euh, Pascal, qui me dit j'ai inventé des jeux pour que mon fils apprenne à lire, compter, etc. Ça n'a pas marché. La dernière fois, après l'inspection, j'étais très déçu qu'il ne s'y intéresse pas. Pendant 2 jours, c'était la crise. C'était venu aux punitions, et oui. Heureusement que je me suis reprise très rapidement, nous l'avons laissé tranquille avec ça. Et oui, puis je vous dis, on s'y était mis à 10 pour faire boire l'âne. Quand il a eu soif, il a bu tout seul. Vous voyez je ne peux pas vous donner un meilleur conseil pédagogique que celui-là. Quoi. Ouais. Ah oui, Nelly, ah ben oui, pour les gens déjà inscrits, non, c'est pas une surprise, je suis désolé. euh... euh, Alors, est-ce que ces questions et réflexions sont traitées, Sarah, dans la littérature scientifique, recherche, de quelle manière, quel intérêt ou non de ces études? Alors, quelle question, Sarah, parce qu'on a parlé de plein de choses. Alors, je veux bien répondre à la question, mais il faudrait juste me préciser les questions. De quelles questions on parle? Est-ce qu'ils sont traités dans la littérature scientifique? Alors, voilà, juste m'écrire de quelles questions on parle là exactement, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Si on parle des grands pédagogues, évidemment, c'est extrêmement documenté. Parfois mal. Hein. Parfois, il faut être quand même assez attentif à ce qu'on lit et à ce qu'on va chercher parce que parfois on a voulu euh, comment dire, faire dire aux pédagogues ce qu'ils n'avaient pas du tout dit. Hein. On les a sortis de leur époque, de leur contexte, de machin. On leur fait dire bon, plein de choses. Après, il y a aussi des gens qui vont essayer de faire en sorte de faire croire que c'est des grands pédagogues, alors que bon, ils n'en ont pas du tout la consistance. Hein, mais voilà, on connaît tous des livres où on va nous faire croire qu'on a inventé l'eau chaude et que finalement une petite étude, recherche va nous montrer que l'eau chaude existait depuis pas mal de temps déjà. Quoi. Euh, Parfois aussi, on va avoir des gens qui se disent pédagogues, mais qui sont incapables d'imaginer l'enfant autrement que dans un contexte scolaire en fait. C'est ça, c'est-à-dire que l'enfant sera toujours un élève. Voilà, on ne voit pas l'enfant autrement que dans son caractère euh, euh, d'élève, en fait. Voilà. Alors, si je prends par un livre célèbre hein, qui dit les lois naturelles de l'enfant, oui, enfin, les lois naturelles de l'enfant qu'on a réveillées pour qu'il aille à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les lois naturelles de l'enfant, c'est de le laisser dormir, en fait, quand il a sommeil. c'est ça la base, quoi. Voilà. Donc, l'enfant qu'on a réveillé à 6h30 pour lui faire, alors qu'il avait sommeil, pour lui faire manger des céréales alors qu'il n'avait pas faim, pour aller lui faire apprendre à compter alors qu'il n'avait pas demandé,
et qu'on vous dit, oui, mais si vous mettez en place tel ou tel outil, vous allez voir, ça respecte ces lois naturelles de l'apprentissage. Ouais, tu vois, bon voilà, donc, bon, Céline Alvarez, pour pas la, la citer, vous voyez, il y a quand même tout un tas de trucs, il faut quand même se méfier un peu, quoi. Ah, voilà. Euh, Nelly, oui, c'est une bonne idée. Écris-moi, on va faire ça, on va essayer de se caler ça, un zoom ensemble avec les pirates de l'éducation. Est-ce que j'ai des livres à recommander sur les grands pédagogues? Il y a un livre il y en a deux même, je pense, parce qu'il y a comme une suite là, de Houssaye. Je pense qu'il est mort, Jean Houssaye, maintenant, mais en tout cas, son livre sur 15 grands pédagogues de Jean Houssaye. Je me souviens plus exactement de l'édition. Est-ce que tu pourrais apporter ma liste de feuilles qu'il y a sur le bureau? Merci. Je vais vous dire ça, la maison d'édition. Donc, sur les 15 grands pédagogues de Houssaye, mais non, j'ai pas la maison d'édition. Ben là, par exemple, c'est quelque chose qui est assez intéressant à lire. Lui, il montre à quel point il y a une complexité dans ces gens-là, jusqu'où ils ont pu aller au bout de leur expérience, notamment jusqu'à des situations d'échec. Voilà, donc et je pense il avait fait deux numéros. Donc là, on va retrouver Rousseau, Pestalozzi, Froebel, John Dewey, on va retrouver Ferrière, Ferrer, Montessori, etc. Donc ça, oui. Donc voilà, Isabelle, il y a cette collection-là que j'aime bien. Et il y a aussi au Québec, là, puisqu'on est au Québec, il y a Baillargeon qui a beaucoup documenté ces questions-là, éducation et liberté, où il reprend beaucoup de textes de grands pédagogues, donc ouais, éducation et liberté de Baillargeon. Ça, c'est pas mal. Euh, alors, Sarah, toutes, pas l'intérêt du unschooling. Oui, oui, ben ça, écoute, juste les miens de livres, si on parle de documentation scientifique, euh, moi, mon site, Une éducation sans école, vous allez pouvoir retrouver mes recherches scientifiques. Hein. Vous avez ma maîtrise, vous avez mon doctorat pour les plus courageux. Donc, c'est gratuit, hein. Vous pouvez aller télécharger, le lire. J'ai aussi quelques articles scientifiques sur la question. Mais oui, oui, sur l'unschooling. Après, si vous voulez des trucs un peu plus digestes, moi j'ai écrit quand même plusieurs livres sur la question, dont Une éducation sans école, dont aux éditions Éco-Société. J'ai écrit Les savoirs vagabonds aux éditions Éco-Société. J'ai écrit avec Bernard Collot, entre autres, les chemins des adultes pour libérer les enfants, aux éditions L'Instant Présent. J'ai écrit un livre qui s'appelle Au nom du pire, aux éditions du Être Myriadis, voilà, la façon dont l'école est devenue une nouvelle religion d'État. Je pense que ça n'a jamais été aussi vrai en France en ce moment. Donc voilà, oui, oui, et ça c'est vous parler juste de mes livres, mais il y en a plein d'autres. Hein. Vous allez avoir sur le unschooling, vous allez avoir plein de gens qui vont en parler, Jean-Pierre Lepris, etc. etc. Je me souviens, on me demandait jamais ce que j'aimais, seulement comment ça se passait à l'école. Eh ben oui, parce qu'on pense que on pense que, eh ben oui. C'est comme un adulte, on lui dit pas alors est-ce que tu es heureux en ce moment, on va lui dire alors et le boulot, comment ça se passe. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ah ben merci Isabelle pour les savoirs vagabonds, oui. Et ah ben bon, puisque je vous tiens, après je vais y aller, ça va faire 1 heure, mais la semaine prochaine sort en France un petit livre, euh, le, un petit livre qui s'appelle Quelques instants d'éternelle errance aux éditions du Être Myriadis que j'ai écrit il y a quelque temps et qui parle bon c'est un rapport à la liberté, à l'errance et que ça parle pas forcément d'éducation mais c'est un rapport à la vie là, voilà, c'est une réflexion sur l'errance et l'itinérance, voilà. Oui, Aude qui parle de le triangle pédagogique, oui, de Houssaye. Oui, là aussi, moi j'aurais, écoutez, là il nous faudrait faire un live supplémentaire juste sur cette question. Moi, sur ce triangle pédagogique, l'objet, le sujet, etc., j'aurais d'autres
commentaires, puis je suis pas toujours d'accord avec tout ça, mais, euh, mais en tout cas, oui, voilà, il faut pas oublier que Oussaï c'est un prof et que, et que lui, forcément, l'environnement, c'est forcément l'environnement scolaire, quoi. On va s'arrêter, ça fait 1 heure maintenant, je ne veux pas vous prendre toute la soirée ou toute l'après-midi pour ceux qui sont au Québec. Euh, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois, d'avoir été là. Ça va être disponible sur la page, sur ma chaîne YouTube. Merci pour ceux qui nous ont déjà rejoints en piraterie. Merci pour ceux qui vont le faire. N'oubliez pas donc ce code promo de pirate au pluriel. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres questions. J'essaye toujours de vous donner ça de façon un peu légère et tout ça, mais si vous allez dans mes écrits, vous allez voir que vous allez avoir des choses un peu plus consistantes, au niveau plus détaillé, mais là, dans cette conversation, évidemment, c'est plus digeste si on s'en parle de façon un peu agréable. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir visité, de m'avoir rendu visite dans mon salon encore cette fois. En attendant de se retrouver pour vrai, soit dans des salons du livre, soit dans des conférences, soit dans des ateliers. Je vous donne rendez-vous sans doute dans un mois pour un nouveau live avec un autre thème. Merci encore. Désolé à ceux à qui j'ai pas pu répondre de façon trop précise. Et puis voilà, vous pouvez continuer à m'écrire. Vous savez que je suis souvent assez disponible et je réponds assez vite à ceux qui m'écrivent. Merci encore. Bonne soirée, bon après-midi pour ceux qui sont sur le même fuseau horaire que le mien. Et on se retrouve bientôt. Au revoir, merci. Bonne soirée.